Si je vous parle de la Formule 1 des années 2000, vous devez certainement vous souvenir de Toyota. Vous savez, l'écurie rouge et blanche, sponsorisée par Panasonic, est capable de briller de temps en temps. On se souvient également de cette journée du 2 novembre 2008, lorsque Glock laissait passer Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix du Brésil, ce qui l'a couronné champion du monde pour la première fois. Parler de Toyota en Formule 1, c'est avant tout laisser place à la nostalgie, mais peut-être plus pour longtemps. Depuis quelques semaines, il y a du mouvement du côté du Japon. Du mouvement qui peut laisser suggérer une certaine ambition dans le sport automobile. Et pourquoi pas une envie de retrouver la F1 d'une manière ou d'une autre. D'abord, Ryo Hirakawa. Le pilote japonais, vainqueur des 24 heures du Mans, est devenu pilote de réserve McLaren. Vous avouerez que c'est quand même quelque chose de surprenant, surtout qu'il a 29 ans, et qu'il n'a a priori jamais eu aucun lien avec eux auparavant. Ensuite, il y a beaucoup de raffus autour d'Audi. Vous savez qu'ils sont censés entrer en Formule 1 à partir de 2026, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Eh bien il se pourrait qu'au final, il ne soit plus très chaud, et que des discussions entre Toyota et Audi aient eu lieu pour prendre le contrôle de Sauber à leur place. Tout ça nous indique que Toyota réfléchit sérieusement à un retour en Formule 1, et dans cette vidéo aujourd'hui, on va analyser ensemble si une telle chose est possible ou non. On est parti. Pour aider Toyota à financer son arrivée en Formule 1, il y aura un court placement de produits. Merci de votre compréhension. Vous ne trouvez pas qu'on entend beaucoup de rumeurs farfelues dernièrement? Alonso chez Red Bull, Audi qui pourrait abandonner le rachat de Sauber, Toyota proche d'un retour en F1. Ces données qui fuitent, ce ne serait sans doute pas arrivé sans un bon vieux VPN des familles, comme CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est mon partenaire historique sur la chaîne. En optant pour leur service, vous choisissez de protéger votre vie numérique et de lutter contre les individus mal intentionnés, sur les réseaux publics notamment. Grâce à CyberGhost, toute votre activité sur Internet passe par un tunnel sécurisé. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et de rendre votre connexion invulnérable. Même Verstappen ne pourrait pas gagner cette bataille contre eux. En plus de ça, CyberGhost vous permet d'accéder au catalogue Netflix de plus de 90 pays. Et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Tablette, téléphone, ordi portable, etc. Ce week-end, ne ratez surtout pas le Grand Prix de Las Vegas. Vous allez pouvoir le regarder grâce à CyberGhost. Connectez-vous au serveur belge ou suisse, puis passez par le site de la RTBF par exemple, et profitez de votre week-end de F1. Vegas, ça va être historique pour plein de raisons. Alors même si ça commence très tôt, je vous attends au tournant. Alors si l'offre vous intéresse, foncez. Vous pouvez utiliser le lien en description. Pour l'avant-dernier Grand Prix de l'année, CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. C'est un super deal qui vous permet de soutenir la chaîne à fond, alors n'hésitez pas. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne parler de Toyota tout de suite. Pour commencer, il faut comprendre ce que représente Toyota dans l'histoire de la Formule 1. Si ça n'a jamais été une écurie de premier plan, ils ont tout de même laissé un certain héritage à la discipline. Au tout départ, Toyota est d'abord une équipe de rallye. Ils ont remporté quelques titres, notamment avec Carlos Sainz au milieu des années 90. C'est à ce moment-là qu'ils cherchent à se diversifier. Et après plusieurs échecs aux 24 heures du Mans, Toyota réfléchit sérieusement à poser sa candidature pour entrer en Formule 1. Ils passent à l'action au début des années 2000 et deviennent en 2002 la 12e écurie de Formule 1 de la grille. Oui, à l'époque, c'était plus facile de rentrer en Formule 1 qu'aujourd'hui. Au contraire d'autres écuries, comme Red Bull par exemple, ils ne souhaitent pas racheter une structure déjà existante, mais bâtir leur projet de A à Z. Ils construisent leurs usines à Cologne, en Allemagne, et ils débarquent en Formule 1 avec de grandes ambitions. Inutile de vous rappeler que Toyota, dans l'industrie automobile, ça pèse lourd. On parle d'un constructeur avec énormément de moyens. Ils se sont vraiment donné du mal pour briller dès le départ. Le problème, c'est que ce n'était pas suffisant. Leur première voiture en 2002 était mauvaise, les évolutions à côté de la plaque, et ils n'avaient pas suffisamment de personnel pour assurer un développement cohérent. Au final, les 3 premières années sont très décevantes, puisqu'ils n'ont pas fait mieux que 8e au classement constructeur. En fait, Toyota a eu du mal à s'habituer à la culture de travail de la Formule 1. Ils ont préféré conserver leur propre méthode, qui d'ailleurs fonctionnait plutôt bien en rallye. Tout ça a eu des effets négatifs sur le développement de la monoplace, mais aussi sur le recrutement d'employés d'autres écuries, qui n'adhéraient pas à la façon de travailler du groupe Toyota, et ça a fortement ralenti leur progression. À partir de 2005, il y a eu du mieux. Grâce à leur nouveau directeur technique, la performance de la voiture s'est grandement améliorée, et Jarno Trulli et Ralf Schumacher ont fait du très bon boulot, rapportant les premiers podiums de l'équipe. Mais par la suite, Toyota a continué de décevoir. Pour résumer, ils avaient beaucoup trop de problèmes structurels. La façon de procéder n'était pas la bonne. Peut-être aurait-il dû recruter plus de personnel qui avait de l'expérience en F1, ou apporter une culture de travail différente, ou peut-être construire une usine en Angleterre comme tous les autres. Avec des si, on referait le monde. Mais le passage de Toyota en Formule 1 est globalement perçu comme un échec. Il faut quand même parler de leur saison 2008, où Timo Glock et Jarno Trulli se sont tous les deux invités sur le podium, et surtout, la parenthèse enchantée début 2009. Vous vous souvenez de Brown GP, évidemment, mais Toyota a également brillé grâce à son double diffuseur. 2009, c'est aussi la dernière année de Toyota en Formule 1. Ils se trouvaient dans une situation financière compliquée, ce qui les a amenés à quitter la Formule 1 dès la fin de saison, malgré une 5e place au classement constructeur somme toute honorable. Au final, Toyota en Formule 1 c'est 140 grands prix, 3 pole positions, 13 podiums et malheureusement 0 victoire. C'est sans doute l'un des plus gros gâchis de l'histoire de la Formule 1, parce que vu les moyens financiers et humains qu'il y avait derrière l'écurie, ils avaient certainement le potentiel de remporter des courses.
Les méthodes n'ont jamais été les bonnes, et l'instabilité économique et structurelle a malheureusement eu raison du projet Toyota en Formule 1. 14 ans ont passé, et Toyota a su rebondir dans d'autres disciplines, avec bien sûr une grosse période de domination aux 24 heures du Mans jusqu'à très récemment. Alors venons-en aux faits. Pourquoi leur nom est de nouveau associé à la Formule 1 aujourd'hui ? Il y a deux choses à clarifier dans cette histoire. Les rumeurs de rachat de Sauber et leur lien avec McLaren. Et on va commencer par parler de ça. McLaren et Toyota ont construit une relation professionnelle solide ces dernières années. Le symbole de ce partenariat, c'est bien sûr la soufflerie Toyota à Cologne. Depuis 2010, McLaren a développé toutes ses voitures en utilisant ses infrastructures, y compris la MCL60, la voiture que pilotent Lando Norris et Oscar Piastri aujourd'hui. Sauf que ça, c'est terminé. Ils possèdent aujourd'hui leur propre soufflerie, et la monoplace de 2024 sera développée intégralement dans leurs usines en Angleterre. C'est plus moderne et surtout beaucoup plus pratique d'un point de vue logistique et développement. On savait que McLaren voulait prendre son indépendance à ce niveau-là, mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'au lieu de mettre fin à leur collaboration, ils ont en fait renforcé leur lien avec Toyota. Ryo Hirakawa, champion du monde d'endurance et pilote Toyota, est officiellement devenu pilote de réserve McLaren. Ça signifie qu'il va travailler en simulateur et faire des essais avec une vieille monoplace, sans doute celle de 2021. Bon, c'est peut-être insignifiant sur le papier, parce qu'il ne remplacera jamais Oscar Piastri ou Lando Norris, mais cette signature cache quelque chose. Hirakawa n'est pas un mauvais pilote, mais il n'a absolument aucun lien avec la Formule 1 à la base. C'est donc vraiment surprenant de le voir là, surtout qu'il a été présenté en grande pompe au Japon, même le patron de Toyota est venu pour l'occasion. Quel est l'intérêt pour McLaren ? Eh bien, ça peut leur permettre de tisser des liens encore plus forts pour participer à d'autres championnats, en endurance par exemple. Ils seront au Mans en 2024, en LMGT3, et peut-être qu'ils visent une collaboration avec Toyota en hypercar dans le futur. C'est quelque chose de tout à fait possible. Depuis que Zak Brown est à la tête de McLaren, on s'aperçoit qu'ils sont présents dans beaucoup de disciplines automobiles. Et si jamais ils venaient à s'intéresser à l'hypercar, ça ne m'étonnerait pas du tout. Autre scénario possible, c'est que Toyota et McLaren s'allient pour participer ensemble au championnat de Formule 1 à un moment donné, sans doute au-delà de 2026. C'est une vraie possibilité. Liberty Media et la FIA souhaitent que les plus grands constructeurs automobiles du monde rejoignent la discipline, et avec Toyota, là ils sont servis. On s'en aperçoit avec Audi, Honda, General Motors ou encore Ford, qui devraient tous avoir une certaine participation en F1 ces prochaines saisons. Toyota en F1, ça claque quand même, et McLaren peut aussi y trouver un certain intérêt économique, sans aucun doute. La question maintenant, c'est sous quelle forme ce partenariat peut-il se faire ? L'option la plus simple et sans doute la plus crédible, ce serait une simple collaboration commerciale et marketing. Toyota deviendrait sponsor titre de McLaren, un petit peu comme Aston Martin avec Red Bull il y a quelques années. À côté de ça, c'est possible que Toyota offre un soutien technique à l'écurie. Ça en fait c'est déjà le cas, puisqu'ils ont accompagné leur transition vers leur nouvelle soufflerie. Donc c'est quelque chose qui est sur la table. Enfin, et là ce serait quelque chose d'absolument fou, Toyota pourrait devenir le fournisseur moteur de McLaren. On sait que Zak Brown n'a pas encore pris de décision concernant son partenaire moteur pour 2026, et Toyota pourrait bel et bien s'inscrire dans ce projet. Alors je me suis tartiné le règlement sur les groupes moteurs en 2026, et de ce que je comprends, la date limite pour postuler comme motoriste en 2026 est passée. Mais les règlements ne sont pas hyper clairs je trouve, puisqu'il faut simplement, je cite, satisfaire diverses exigences afin de pouvoir homologuer un groupe motopropulseur pour le championnat du monde de F1 en 2026. A priori, pour l'instant, Toyota n'a pas les ressources pour développer un moteur de Formule 1. Évidemment, ça peut se faire, ils ont suffisamment d'argent et les structures pour ça. Mais ils sont en retard, et c'est même sans doute trop tard pour produire quelque chose de performant en 2026. En plus de ça, il y a un budget plafonné qui concerne le développement du groupe moteur, qui est en vigueur depuis le 1er janvier. Donc que Toyota débarque comme motoriste comme ça, j'y crois moyen. Alors pourquoi je vous en parle, vous allez me dire ? Parce qu'il y a un autre scénario envisageable. Dans un premier temps, McLaren pourrait continuer l'aventure avec des moteurs Mercedes ou avec un autre. Mais si je vous disais que ceci pourrait être badgé par Toyota, vous allez me dire que c'est impossible. Mais pourquoi pas après tout ? Ce serait avant tout un partenariat commercial. Là on parle de questions d'ordre légal et marketing. Si Mercedes approuve ça, ce qui n'est pas gagné, avouons-le, eh bien Toyota pourrait accéder à des données qui peuvent les intéresser. En 2026, les monoplaces rouleront avec un carburant écologique, développé par la F1 et qui devrait être accessible à toutes les voitures de route. Toyota est intéressé par cette technologie, et entrer en Formule 1 leur offrirait ça. Du côté de McLaren, je pense qu'ils aimeraient copier le modèle d'Aston Martin, à savoir avoir un partenaire moteur exclusif. 2026, c'est mort pour Toyota a priori, mais pourquoi pas plus tard ? Aujourd'hui, on vient d'apprendre que General Motors a postulé pour être fournisseur moteur à partir de 2028, donc ça prouve que les candidatures sont tout à fait possibles. Si McLaren réussit à trouver un accord avec Mercedes, Renault ou quelqu'un d'autre pour 2 ou 3 ans, ça laisserait une certaine marge de manœuvre à Toyota pour se préparer en toute sérénité. C'est finalement ce scénario qui, à mon sens, est le plus probable. Comme vous le voyez, il y a encore énormément d'inconnus et d'obstacles à franchir. Dans le cas où l'alliance McLaren-Toyota ne puisse pas se faire, une autre porte d'entrée pourrait s'ouvrir pour eux. Et si Audi abandonnait ses rêves de F1 pour les transmettre à Toyota ?
J'ai consacré une vidéo sur le sujet il y a 2 semaines, donc je vous invite à la voir si vous souhaitez plus de détails. Pour résumer, il y a beaucoup de changements en interne chez Audi, et les nouveaux patrons réfléchiraient sérieusement à quitter le navire. Parce qu'ils ne voient pas la Formule 1 comme une bonne chose, parce qu'ils perdent de l'argent, et parce qu'ils ne sont pas certains d'être aussi compétitifs que prévu. Les médias japonais et allemands rapportent qu'il y aurait eu des discussions entre les deux parties, pour que Toyota finalise le rachat de Sauber, qui devrait être effectif à 100% en 2025. Ce serait quand même quelque chose d'assez étonnant vu les efforts mis en place par Audi depuis l'an dernier, mais ce n'est pas impossible. Ils ont quitté pas mal de disciplines dans le sport automobile, certains diront pour favoriser la Formule 1, ou alors parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas quelque chose de rentable pour eux. Quoi qu'il en soit, de ce que je peux lire à droite à gauche dans les médias spécialisés, je ne pense pas qu'Audi fasse marche arrière à présent, même si je vous avoue que je ne sais pas trop quoi penser d'eux vu leur instabilité dans toutes les catégories auxquelles ils participent. Ce qui me semble le plus crédible, c'est que Toyota s'allie bel et bien avec McLaren. McLaren pourrait sponsoriser une voiture en hypercar ces prochaines années, et Toyota ferait des efforts pour devenir constructeur moteur, et donc récupérer la technologie qui les intéresse. Mais évidemment, il est beaucoup trop tôt pour confirmer ça. Une alliance Toyota-McLaren, ça envoie du lourd, je trouve, et j'espère sincèrement que c'est quelque chose qui va se faire. L'histoire a prouvé que pour être compétitif dans la Formule 1 moderne, c'est important d'avoir un partenaire moteur exclusif, et j'espère que les deux parties réussiront à trouver quelque chose qui fonctionne, pour que ce scénario se produise. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Avant de partir, je remercie encore une fois CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de profiter de cette super offre, une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. Chaque abonnement me soutient énormément, alors je vous remercie d'avance. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir Toyota revenir en Formule 1, en tant qu'écurie à part entière, motoriste de McLaren, ou alors qu'il rachète Sauber, moi je lirai tous vos commentaires avec attention. Pensez à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu, et on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.